Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au socialisme des intellectuels et à une critique de la social-démocratie et du bolchevisme, avec Sylvain de Zone Subversive. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui principalement de 3 livres qu'on va présenter, discuter, commenter, actualiser. Le premier, c'est le livre de Jan Makaevski, Le socialisme des intellectuels, donc, qui était paru aux éditions de Paris il y a une quinzaine d'années, qui vient de ressortir aux éditions Spartacus, sous le titre Critique des capitalistes du savoir. Donc c'est un ouvrage qui rassemble des textes de ce révolutionnaire polonais de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et qui faisait une critique radicale du socialisme, de l'intelligentsia de son époque, qu'il fournit des armes pertinentes pour critiquer à la fois la social-démocratie, le bolchevisme, et éventuellement les versions actuelles de l'idéologie des classes moyennes, notamment l'idéologie, par exemple, portée par Frédéric Lordon, qui prône l'alliance des intellectuels, des cadres et des ouvriers, enfin voilà, disons les nouveaux avatars de la social-démocratie au XXIe siècle. Et on pensait également parler de 2 autres ouvrages qui font un peu écho à cette critique, disons, du socialisme comme une idéologie politique qui reflète les intérêts de classe de la classe moyenne, salariée et des intellectuels, et qui finalement ne sont qu'un leurre pour le prolétariat. Ce socialisme des intellectuels prône, disons, la discipline de parti, le respect de l'autorité intellectuelle, l'attente des conditions objectives de la révolution, enfin tout un tas de choses qui effectivement ont été des armes brandies contre le prolétariat fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle aussi. Et du coup, on voulait compléter cette critique par 2 approfondissements, d'une certaine manière. Un beaucoup plus contemporain qui est l'ouvrage d'Alain Beer, L'encadrement capitaliste entre prolétariat et bourgeoisie, donc qui est paru il y a une trentaine d'années, et qui prenait au sérieux la question du fait qu'il y avait une 3e classe qui avait ses propres intérêts et ses propres idéologies politiques. Et donc, on a déjà parlé de tout un aspect de son analyse dans une émission avec Alain Cornebouc, du coup du blog Carbure, sur le fait que voilà, la classe moyenne avait ses propres intérêts de classe dans la société capitaliste, que c'était pas une classe révolutionnaire mais plutôt une classe contre-révolutionnaire, et que trop souvent ça avait manqué à l'analyse marxienne d'en prendre conscience. Et ça, du coup, ça avait comme conséquence beaucoup de mésaventures politiques, notamment celle de la social-démocratie allemande et du bolchevisme. Et puis, donc là, on se concentrera, disons, sur ce qu'Alain Beer dit précisément sur... lui, il avance l'hypothèse un peu provocatrice, un petit peu comme Makaevski, du fait que, finalement, le socialisme serait largement le programme politique
et l'idéologie des classes moyennes salariées et des intellectuels, et non pas, l'horizon logique de la lutte des classes et du prolétariat. Voilà, et ensuite, on parlera d'un autre ouvrage, surtout Sylvain, d'un ouvrage qui s'appelle Marxisme et philosophie de Karl Korsch, qui est une critique beaucoup plus philosophique du socialisme, du marxisme, du socialisme dit scientifique et du marxisme, voilà, donc qui était paru dans les années 1920. Voilà, et puis on montrera un petit peu l'actualité de toutes ces critiques, même si on en a largement montré l'importance plutôt dans une autre émission, donc avec Alain du blog Carbure. Et on renvoie pour la partie qui concerne plus spécifiquement la critique de l'idéologie bolchevique et une analyse de classe du bolchevisme à l'émission qu'on avait faite avec René Berthier sur cette question-là. Donc là, on va peut-être être un peu plus large et revenir sur la social-démocratie allemande dont on a moins parlé et qui forme le cœur de la critique notamment de Makhaïevski. Alors, pour commencer à parler de l'ouvrage, ce qu'on peut donc de Makhaïevski, le socialisme des intellectuels, on peut dire que ce qui est assez original, c'est que lui va jusqu'à critiquer Marx et Engels, qu'il accuse finalement d'être responsable, disons, des résultats politiques de la social-démocratie allemande, qui, à l'époque, donc rappelons, la social-démocratie allemande, c'est un parti de masse à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui ne prône plus la lutte des classes, même les grèves insurrectionnelles ou la révolution, mais simplement le fait d'aller voter pour eux à chaque élection, et que petit à petit, du coup, ils prendraient le contrôle de l'État et feraient des réformes, voilà, raisonnables, parce que voilà, tout le problème, et ça je pense c'est une excellente critique que fait Makhaïevski, tout le problème avec le socialisme dit scientifique, et donc là effectivement on peut voir qu'il y avait des racines déjà chez Marx et Engels, c'est que ça donne à une minorité d'intellectuels le droit d'interpréter l'histoire, de dire bon, les conditions objectives nous dictent qu'il faut d'abord, donc la fameuse théorie des stades, c'est il faut d'abord en passer par la révolution bourgeoise, et puis ensuite il y aura une transition vers le socialisme et vers le communisme, etc., etc. Et donc finalement ça nie la spontanéité ou la radicalité des luttes de classe, et c'est une idéologie, le socialisme scientifique, qui donne tout le pouvoir aux intellectuels et aux partis au détriment des ouvriers. Alors, effectivement, moi j'ai trouvé que ce livre est assez intéressant et finalement assez actuel, même si c'est un autre contexte, avec le critique aussi qu'on retrouve dans cette bourgeoisie intellectuelle, cette petite bourgeoisie intellectuelle, du culte aussi, à travers le socialisme scientifique, d'une bonne gestion. Et ce qui les anime, c'est finalement comment bien gérer la société. Et du coup, cette approche-là du marxisme scientifique conduit finalement non pas à bien gérer la société, mais en plus à bien gérer la société capitaliste. Et Makhaïevski fait référence un peu à Saint-Simon, qui est un socialiste utopiste français, qui a un peu cet idéal qui va inspirer à la fois aujourd'hui les libéraux gestionnaires. Il y avait un groupe qui s'appelait la Fondation Saint-Simon dans les années 90, d'intellectuels très libéraux, en disant voilà, nous on est un peu les intellectuels, les experts qui vont bien gérer le capitalisme, et ça a influencé tout un tas de courants du mouvement ouvrier aussi, qui vont dire justement le problème de la société actuelle, c'est qu'elle est mal gérée. Et il y a la fameuse phrase qui dit qu'il faut remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et c'est une conception du changement social qui s'est banalisée. Il y avait toute une partie, y compris du courant anarchiste, qui portait ça, en disant voilà, le problème c'est ce gouvernement qui est mauvais, il faut administrer un peu mieux la société. Et le problème, quand on veut administrer la société, c'est qu'il faut des administrateurs et des administrés. Et du coup, ça reproduit effectivement ces formes de séparation entre dirigeants et dirigés, même si c'est pas sous la forme d'un gouvernement, mais avec cette idée que en possédant la bonne technique, le bon mode de fonctionnement de la société, on résout tous les problèmes. C'est quelque chose qui s'est retrouvé beaucoup dans le mouvement ouvrier.
qui est évidemment porté par la petite bourgeoisie intellectuelle qui veut encadrer le mouvement, qui se considère comme une avant-garde, mais qui se retrouve aussi aujourd'hui avec des experts, de gauche, d'extrême gauche, j'ai cité Frédéric Lordon, qui portent un peu cette idée-là de finalement le capitalisme avec toutes ses crises, etc. On pourrait gérer la société de manière différente, mais sans supprimer finalement les hiérarchies, encore moins en supprimant l'État, puisque finalement, qui va administrer tout ça? Les anarchistes parlent d'une auto-administration, alors c'est assez confus. Les gens qui sont héritiers du marxisme, de la social-démocratie, pour eux, c'est clairement l'État qui doit administrer les choses, et du coup, une classe d'encadrement, une classe d'administration, hein. En France, ce discours-là est particulièrement porté parce que, on va en revenir après avec Alain Bière, mais c'est vrai que l'administration est une composante importante de la société, du salariat, et que du coup, beaucoup de travailleurs de l'administration, et notamment des cadres de l'administration, qui sont une composante essentielle, voire même majoritaire des organisations d'extrême gauche et des syndicats, vont attribuer à leur propre position sociale un rôle central. Oui, finalement, ce que dit Alain Bière de manière intéressante et provocatrice, c'est que le socialisme, c'est finalement ce socialisme scientifique qui vise finalement à un capitalisme d'État qui est organisé, planifié et contrôlé par des techniciens, des bureaucrates, des intellectuels, etc. C'est-à-dire en gros ce qui s'est passé en Union soviétique. Le socialisme, c'est une idéologie de classe des fonctionnaires, quoi. Et c'est vrai que c'est très visible pour le cas de la social-démocratie allemande, où la social-démocratie allemande était vraiment le porte-parole politique des fonctionnaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que la social-démocratie allemande a réagi de la manière dont elle a réagi à la guerre de 1914, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en bloc derrière l'État allemand. Elle a voté les crédits de guerre unanimement, hein. C'est après qu'il y a commencé à avoir des dissonances avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, mais il y a vraiment eu une espèce d'élan derrière l'État, et ce qui fait que le socialisme, finalement, si on gratte un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce socialisme, en réalité c'est un capitalisme d'État où ce n'est plus la bourgeoisie qui est la classe qui gouverne le capitalisme, mais c'est plutôt l'intelligentsia, les bureaucrates, les fonctionnaires, et finalement, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas, enfin, même si, bien sûr que les marxistes, les sociodémocrates dénoncent l'exploitation capitaliste et tout ça, ils n'en dénoncent en réalité, montre Makhaïevski, qu'une partie, c'est-à-dire non pas le fait qu'il y ait disons, une extorsion de surtravail et des inégalités salariales, puisque ça, globalement, Lénine, même Marx un petit peu de manière un peu plus ambiguë, mais disons au moins Lénine, la social-démocratie, justifie le fait que, soi-disant, la valeur de la force de travail, bon là il y a toutes des explications ronflantes pour justifier le maintien d'inégalités de salaire. Alors déjà, le maintien du salariat, parce que finalement ce serait petit bourgeois aventureux de supprimer le salariat. Donc ça c'est unanime dans la social-démocratie et dans le marxisme bolchevique, de 1. Et de 2, il faudrait maintenir des inégalités salariales, ou même des choses horribles comme le salaire à la pièce, que Lénine défendait, parce que ce serait finalement la rationalité économique qui le commanderait. Il y a dans tout ce socialisme un fétichisme de la science, de l'économie, qui sert, selon Makhaïevski, à justifier le maintien du capitalisme et le maintien d'inégalités salariales, et le maintien finalement de ce qui n'avait pas été trop théorisé par Marx, mais de l'extorsion de surtravail, non pas seulement par la classe capitaliste, mais également par la classe, disons, de l'encadrement. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme il y a un siècle, la classe d'encadrement bénéficie, alors bon, c'est un débat par exemple qu'il y a au sein de la communisation, est-ce qu'elle touche directement une partie de la plus-value, ou est-ce que c'est plutôt un sursalaire? Mais enfin, quoi qu'il en soit, en tout cas, elle bénéficie, la classe d'encadrement,
des fruits, même si c'est moins que les capitalistes, mais elle bénéficie des fruits de l'exploitation des prolétaires. Et donc, il y a bien, dit Makhaïevski, derrière le projet du socialisme, la volonté de ne pas remettre en cause cette exploitation et cette extorsion de plus-value de la part de l'intelligentsia, de l'encadrement, aux dépens, disons, des prolétaires. Et là-dessus, on pense, pour faire des liens avec quelque chose de contemporain, on pense à Bernard Friot et ses 4 échelles de salaire. Alors même si lui dit que ce serait lié pas qu'à des qualifications intellectuelles, mais qu'un ouvrier qualifié, finalement, là-dessus, on peut lui répondre avec Makhaïevski que Makhaïevski lui-même avait prévu ce genre de choses. C'est-à-dire, il disait, pour lui, le fait qu'il y ait des ouvriers qualifiés qui soient payés mieux et que du coup, ce ne soient pas juste des intellectuels bourgeois, mais ça reste un problème pour lui. Ça maintient l'exploitation de classe au nom de la compétence, du savoir, de la gestion et tout ça. Ouais, alors plusieurs choses pour rebondir. Alors c'est vrai que pour préciser la critique des fonctionnaires, je pense qu'il ne faut pas critiquer les fonctionnaires en général, hein, on n'est pas un think tank néolibéral, mais le plus dire que dans la fonction publique, ça fonctionne comme Friot, c'est-à-dire il y a 3 catégories, catégorie C, donc qui sont les employés, on va dire, les moins bien payés et qui ont des tâches d'exécution, et puis les fonctionnaires de catégorie A, qui eux ont des tâches d'encadrement, de direction, de conception, d'organiser des projets, de manager, hein, ce sont aussi des managers. Et effectivement, dans cette catégorie, on peut citer aussi, hein, pour être plus concret, l'activité de travail social, l'activité d'enseignement, évidemment de communication, de journalisme, etc. Hein. Il y a aussi des cadres en dehors de la fonction publique. Et toute une partie de ces gens-là, de cette classe sociale-là, va essayer de reproduire des réflexes professionnels, hein, c'est-à-dire de dire, bon, ben, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ci, de diriger, de manager une équipe, y compris dans des partis et des syndicats. D'ailleurs, considérer que les permanents syndicaux alambièrent les classes, les rangent dans cette classe d'encadrement, puisqu'ils ont exactement ce type de rôle. Et du coup, ils vont reproduire dans les mouvements sociaux ce type de pratique. Et effectivement, je pense que c'est important d'insister sur le fait que ce qui est gênant dans ce socialisme des intellectuels, c'est qu'ils ont une influence dans les mouvements sociaux, dans les mouvements ouvriers, dans les luttes sociales, et qu'ils vont influencer ces mouvements-là, et notamment portant une idéologie qui se veut une idéologie de l'intérêt général, une idéologie socialiste ou même communiste. Sauf que ce qu'il y a de problématique, c'est que dans cette idéologie, ça défend leurs propres intérêts. Et comme tu l'as dit à propos de Bernard Friot, ce sont des modèles de société où finalement, il n'y a pas une abolition des hiérarchies, où il n'y a pas une abolition des rapports de subordination. Mais il y a finalement, ce sont des gens qui ont une position sociale dans la société capitaliste qui est, comme le dit Alain Bier, entre bourgeoisie et prolétariat, c'est-à-dire que effectivement, ils font pas partie de la bourgeoisie. Ils ont un confort matériel, mais ils sont pas non plus les plus nantis de la société. Et ils font pas partie non plus du prolétariat parce que ce sont des gens qui souvent n'ont pas de supérieur hiérarchique et qui parfois même peuvent donner des ordres à d'autres personnes. Donc, ils sont dans une position hiérarchique quand même assez importante et veulent pas renoncer finalement à cette place-là et à leur rapport hiérarchique par rapport aux autres personnes, aux employés, aux ouvriers. Et le problème, c'est effectivement qu'ils vont inventer une idéologie réformiste, hein, que Makhaïevski appelle le socialisme des intellectuels, qui est une idéologie qui est bien détaillée du coup dans son livre, mais qui va insister énormément sur les étapes, la période de transition, et notamment sur le rôle de l'État. Et évidemment, à la tête de l'État, qui on met, ça va être eux. Donc finalement, ce changement social les arrange. Autant dans la société capitaliste, c'est pas eux qui dirigent. Ils ont un rôle effectivement d'encadrement, ils peuvent diriger, mais c'est pas eux qui dirigent le pouvoir d'État, c'est pas eux qui dirigent les entreprises. Ils veulent quand même le pouvoir, mais ils veulent le pouvoir, le problème c'est qu'ils veulent pas l'abolition de toutes les formes de hiérarchie et le dépassement de toutes les séparations, et des exploitations, etc. Ils veulent le pouvoir pour eux, essentiellement. Et du coup, ça aboutit à un socialisme où il y a une classe dirigeante qui est un peu plus importante. Alors voilà, c'est là qu'on peut faire la distinction entre les réformistes et les révolutionnaires. Les réformistes vont dire qu'il faut
combattre l'oligarchie et qu'il y ait davantage de monde au poste de pouvoir, et donc eux, évidemment. Ça a été tout le projet du Parti socialiste, de pas mal de partis sociodémocrates, de dire on va participer au pouvoir. Et les révolutionnaires disent non, on veut détruire tout ça, et on veut être au pouvoir, mais nous tout seuls, et détruire la bourgeoisie, et ne pas partager le pouvoir avec la bourgeoisie, mais nous-mêmes devenir la nouvelle classe dirigeante, classe bureaucratique, etc. Et c'est vrai que c'est aussi une des perspectives d'orienter le mouvement social vers la prise de pouvoir à eux et leur défense de leurs propres intérêts, à travers évidemment l'idéologie d'intérêt général. L'intérêt général, quand on parle d'intérêt général en général, ou d'intérêt citoyen, ou c'est l'intérêt des classes moyennes, les communs, etc. Voilà, c'est leur intérêt propre de classe d'encadrement, de hauts fonctionnaires, etc. Et je pense que ce qui est intéressant pour dépasser ça, c'est de défendre une abolition de la société actuelle, mais pas pour faire réémerger une nouvelle classe dirigeante, ni même au prétexte de dictature du prolétariat, etc., mais d'essayer d'inventer une société sans classe, sans État, sans hiérarchie. Oui, bien sûr, et c'est clair que c'était plus ou moins l'horizon lointain, même encore des écrits de Marx, mais c'est vrai que cet objectif, finalement, et c'est là toute la critique qu'on peut faire, notamment d'un point de vue libertaire, mais aussi communiste de conseil, de cette idée de la transition, des conditions objectives de la révolution et tout ça, qui font que les intellectuels sociodémocrates comme bolcheviques ont été très habiles en disant « Oui, on va réaliser le communisme, mais plus tard, quand le développement des forces productives, les étapes auront été bien franchies et tout ça. » Et d'ailleurs, justement, cette notion du développement des forces productives comme une condition du communisme a été vraiment une arme qui a été retournée systématiquement contre le prolétariat en disant oui, mais attention, on ne produit pas suffisamment aujourd'hui, il faut développer encore les forces productives. Et pour développer les forces productives, eh bien, il faut du coup des usines, et il faut maintenir le salariat, il faut développer la classe d'encadrement, il faut maintenir l'État, etc. Et c'est vrai que cette idée, ce qui fait que les socialistes, les marxistes, tous ces intellectuels bourgeois ont pu faire passer ce qui était un reniement finalement du communisme, de l'idée de la société sans classe, un reniement de l'idée de la révolution, pour finalement quelque chose qui finalement le prépare, mais simplement il faut être patient et sage, et sous la houlette du parti, on va vers le communisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière très amusante, la Chine et le Vietnam continuent officiellement de dire qu'ils sont en transition vers le communisme, alors qu'ils en sont plutôt éloignés aujourd'hui. Donc c'est là où on voit un petit peu toute l'hypocrisie de l'idéologie du socialisme scientifique. Et c'est vrai que là, clairement, c'est quelque chose qui est allé jusqu'à contaminer même l'anarchisme, puisque la CNT, pendant la Révolution espagnole et la guerre civile espagnole, on en a beaucoup parlé dans d'autres émissions avec les giminologues, a également, au nom, disons, de l'efficacité des nouvelles nécessités de la société industrielle, ont justifié le maintien d'une classe d'encadrement, du salaire aux pièces, d'une division entre ouvriers et techniciens, et ce à la fois alors certes pour les raisons de la guerre, mais on peut penser avec les giminologues que plus fondamentalement, déjà dans les années 30, il y avait un tournant au moins chez certains intellectuels de la CNT, notamment chez quelqu'un comme Diego Abad de Santillán, qui disait que finalement on ne pouvait pas envisager le communisme libertaire tout de suite parce que il y avait des nécessités objectives qui étaient liées à la société industrielle, et que comme il fallait être fou pour refuser les bienfaits de la société industrielle, de l'usine, de la rationalité économique, eh bien on ne pouvait pas instaurer le communisme libertaire tout de suite. Et donc d'une certaine manière, il y a eu une espèce de... Il y avait déjà idéologiquement en germe les renoncements de août 1936, c'est-à-dire finalement quand une grande partie de l'appareil de la CNT a dit qu'il faut renoncer au communisme libertaire au profit
Et c'est là où je pense qu'on peut faire une critique d'une autre manifestation du socialisme scientifique, du socialisme intellectuel, mais à la limite, le syndicalisme révolutionnaire, dans une certaine mesure, dans la mesure, disons, où il ne se borne pas à être simplement une organisation de lutte, mais qui devient, et ça il le devient au début du XXe siècle, un projet de société qui fait du syndicat finalement la base de la nouvelle société. Et quand un syndicat devient la base d'une société, un syndicat, même un syndicat révolutionnaire, il y a malgré tout des hiérarchies, il y a malgré tout des questions d'organisation, d'efficacité, de rationalité, de gestion de l'appareil industriel. Et évidemment, ce type de syndicalisme révolutionnaire qui pose le syndicat non pas simplement comme quelque chose qui devra se nier, parce que c'était quand même au début, c'était la perspective, c'était la justification du syndicalisme révolutionnaire du côté des anarchistes, c'était le syndicat, c'est juste un outil de lutte, et ça sera aboli immédiatement dès que la révolution aura été faite. Et malgré tout, petit à petit, il va y avoir cette idée que, non, finalement, le syndicat, c'est bien utile pour gérer la société, et finalement, on retombe encore dans cette optique un peu saint-simonienne de alors là, c'est plus le parti ou un État toujours parlementaire bourgeois, mais avec majorité social-démocrate, qui va gérer au mieux le capitalisme, mais c'est le syndicat dit révolutionnaire qui va gérer au mieux la société capitaliste. Ce qui fait qu'il y a toute une ambiguïté au moment de... Il y a toujours une ambiguïté dans le récit de la Révolution espagnole, où il y a encore des gens qui disent, et ça a été fait dès 1939, regardez comme on a bien géré l'appareil industriel en Catalogne, alors que faudrait pas être hyper fier de ce qui a été fait dans les usines en Catalogne en 36-39, puisque ça a été précisément l'abandon du projet révolutionnaire, le maintien du salariat, du salaire aux pièces, de l'efficacité, et ce contre quoi d'ailleurs a réagi le prolétariat catalan, espagnol, par un absentéisme massif. Donc ça c'est tout l'histoire de Michael Seidman dans Ouvriers contre le travail. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait de louer l'efficacité économique de la révolution. Et je pense à un film sur l'anarchisme où à la fin il disait les capitalistes étaient surpris de trouver leur usine en meilleur état qu'ils l'avaient laissée, comme si le contenu de l'anarchisme c'était de rendre les usines aux patrons dans le meilleur état qu'ils l'avaient laissé. On peut quand même rire à ça. Et donc on voit que cette espèce d'idéologie des intellectuels, des bureaucrates, y compris syndicaux, y compris anarchistes, de l'efficacité économique, de l'administration, de la société industrielle, tout ça, disons qu'elle a mené à une impasse partout, même dans sa variante anarchiste, et elle a pas remis en cause la société de classe, puisque les usines où la CNT contrôlait le processus de production, il n'y avait même pas d'égalité de salaire, il y avait des différentiels de salaire, et les bureaucrates de la CNT étaient plus confortablement payés, surtout qu'en plus il y en a qui ont été ministres, alors là... mais on voit bien que ce socialisme des intellectuels, il ne concerne pas que la social-démocratie et les bolcheviks, mais aussi le syndicalisme révolutionnaire et l'anarchisme, et que donc c'est un problème qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est un problème avec le marxisme. En réalité, Makhaïevski le montre bien, c'est un problème qui est généralisé à tous les courants dits ouvriers de l'époque, qui souvent sont des courants en fait ouvriéristes, c'est-à-dire qui prétendent parler au nom du prolétariat, prétendent défendre les intérêts du prolétariat, et qui en réalité ont comme horizon immédiat une société qui presque toujours repose encore sur l'exploitation des prolétaires, que ce soit par le syndicat ou par le parti bolchevique qui soi-disant représente le prolétariat, ou par la social-démocratie en collaboration, la social-démocratie en collaboration avec le capitalisme. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse qui peut s'étendre sur tous les courants du mouvement ouvrier, du mouvement social, etc. Et effectivement, l'idée d'une bonne gestion du capitalisme qui rejoint le marxisme scientifique, qui rejoint effectivement Saint-Simon que le capitalisme est critiqué parce que
ça fonctionne pas et qu'il y a des crises, et parce qu'il y a finalement l'exploitation qui est vue comme une espèce d'arnaque, et qu'il pourrait donc y avoir une gestion honnête du capitalisme qui s'appelle désormais l'autogestion. L'histoire de ce concept, et aujourd'hui, effectivement, il y a toujours une mouvance autogestionnaire qui se revendique de tout ça, et qui dit, effectivement, l'autogestion, ça permet de mieux faire fonctionner l'économie. Alors, ils ne disent pas forcément le capitalisme, parce que beaucoup se disent anticapitalistes. Et aujourd'hui, il y a tout un secteur d'entreprises autogérées, d'économie sociale et solidaire, etc. Bon, des secteurs d'ailleurs dans lesquels il y a toujours des ingénieurs, des concepteurs, des managers, etc., mais qui se revendiquent effectivement d'une meilleure gestion que le capitalisme. Et là où la guerre d'Espagne aussi peut être intéressant, pour que le livre de Makhaïski permet d'éclairer la guerre d'Espagne, c'est cette fameuse de révolution par étapes. L'argument de la CNT espagnole pour aller au gouvernement, c'était de dire, avant de faire une révolution sociale, l'important, c'est de défendre la République espagnole. C'est de faire une unité antifasciste avec tous les autres courants, qu'ils soient démocrates, sociodémocrates ou même staliniens, pour consolider la République. Et puis la révolution sociale ne se fera pas immédiatement, elle se fera après. Donc la priorité, c'est quand même d'aller au gouvernement, de défendre cette République-là. Et puis, dans cette République-là, évidemment, la CNT sera reconnue comme garante de la République et aura donc plus de possibilités de se développer, de recruter, de s'étendre. Et à ce moment-là, évidemment, il y aura une révolution sociale, n'en doutez pas. Et effectivement, on retrouve ces arguments d'une révolution qui doit être remise à plus tard, alors que Makhaïski parle de l'Europe du début du XXe siècle, mais lui il dit on doit partir effectivement des révoltes qui existent. Et même si ce sont des révoltes paysannes, même si c'est dans des pays qui ne sont pas industrialisés, on ne va pas attendre que se construisent des usines, etc. pour faire la révolution. Il y a des gens qui sont révoltés, il y a des gens qui veulent exproprier les terres, les gérer en commun ou organiser une nouvelle société à partir d'une appropriation des terres et des outils de production. Et on ne va pas remettre les choses à plus tard. C'est vrai que ça, c'est une idée qui me semble assez importante, de partir des révoltes immédiates et d'essayer de voir quelle perspective révolutionnaire ça ouvre immédiatement, plutôt de dire, souvent, qu'il y a des gauchistes qui vont dans les luttes, leur objectif, c'est de recruter. C'est-à-dire, cette lutte, de toute manière, ne mène à rien. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, en France, il y a beaucoup de luttes qui ne mènent à rien, mais de partir du postulat, de toute manière, ça mène à rien, nous, ce qu'on va dire, c'est essayer d'accrocher les gens pour recruter, massifier l'organisation, et puis après, une fois qu'on aura une organisation massive recrutée, faire la révolution, du coup. On voit que ça ne marche pas, parce que l'organisation... là, il y a quelque chose d'intéressant de Makhaïski qui rejoint un peu les analyses aussi d'un sociologue qui s'appelait Roberto Michels, un sociologue anarcho-syndicaliste à l'époque, qui a observé une loi d'airain de l'oligarchie. C'est-à-dire, plus une organisation devient importante, plus elle a besoin de se structurer et donc d'avoir des permanents, d'avoir des hiérarchies, d'avoir des formes d'organisation très structurée, très hiérarchisée, de former une oligarchie en son sein. Et donc de dire on va utiliser les mouvements sociaux pour recruter et que la révolution se fait par des organisations préexistantes semble effectivement très dangereux. Par contre, effectivement, c'est là où on peut avoir un désaccord avec Makhaïski, c'est qu'il voit bien la limite de ces grosses organisations et donc il propose la conspiration ouvrière, des petits groupes ouvriers et paysans qui organisent des sabotages dans la nuit, cagoulés, etc. Bon, ensuite, je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux, un mouvement de masse qui soit auto-organisé, qui ne soit pas guidé par une organisation préexistante. Après, je pense que son idée de conspiration, finalement, elle est liée à son contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, faire un mouvement de masse dans la Russie du tsarisme, c'était quand même assez compliqué. Et finalement, il s'inscrivait dans les mêmes contraintes, disons, que l'organisation bolchevique, qui était clandestine, avec des révolutionnaires professionnels, mais avec une perspective complètement différente. C'est-à-dire en disant, c'est pas des révolutionnaires professionnels bourgeois qui doivent faire la révolution en conspirant, en prenant le pouvoir à un moment, mais c'est directement des ouvriers et les paysans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça paraît assez obsolète ce qu'il raconte. On pourrait poursuivre Makhaïski dans sa critique des organisations, parce que, et aussi Michels, en voyant que plus une organisation se développe historiquement, et le cas de la social-démocratie allemande en est vraiment le parangon, plus elle devient hiérarchique et conservatrice. À la fois, il y a effectivement une concentration du pouvoir
qui fait que les buts premiers de l'organisation s'éloignent de plus en plus. Il y a une citation de Makhaïski très intéressante dans l'évolution de la social-démocratie. Après chaque victoire, la social-démocratie ne recueille pas le fruit attendu. Plus elle se rapproche de la fin qu'elle s'est fixée, plus celle-ci s'éloigne dans sa conscience, plus elle se prépare à réaliser ses objectifs, moins ceux-ci sont conformes à leur conception originelle, plus elle acquiert de force, plus elle ressent le besoin de se lier et de collaborer avec d'autres groupes sociaux. On voit bien qu'il y a une espèce de tendance dans toutes les organisations, la CNT espagnole comprise, au fur et à mesure qu'elle s'est développée, ce qu'il y ait une hiérarchisation croissante du mouvement, qu'il y ait effectivement des cadres dirigeants qui finalement s'éloignent par exemple de l'idée qu'il faut faire la révolution et le communisme libertaire de manière immédiate, et qui vont avoir beaucoup plus une approche gestionnaire, qui vont faire des alliances, typiquement l'alliance antifasciste, et qui vont finalement dire, par exemple Saint-Yann dans les années 30 c'est clair, qui vont dire le sabotage de l'industrie, le communisme libertaire, ce sont des idées passéistes, réactionnaires. On voit beaucoup d'ailleurs dans tout socialisme des intellectuels l'idée qu'il y a des espèces de lois objectives de l'histoire, qu'il y a un progrès et que eux savent interpréter tout ça, et ce qui fait que systématiquement tous ceux qui s'opposent à cette vision avec une transition, le développement des forces productives, la gestion économique, le maintien du salariat et tout ça, sont taxés, par exemple Lénine, de petits bourgeois anarchistes réactionnaires, ou d'aventuristes parce qu'ils n'ont pas conscience des lois objectives de l'histoire, et tout ça. Et on voit bien que il y a dans ce socialisme des intellectuels toute une idéologie, et qui finalement, c'est vrai que Saint-Simon est central là-dedans, parce que Saint-Simon est peut-être l'idéologue commun à tout ça, quoi, hein. C'est-à-dire c'est le fondateur du socialisme dit scientifique, et une espèce de matrice intellectuelle pour tous ces courants ouvriéristes, moi que je qualifierais d'ouvriéristes parce qu'ils ne sont pas vraiment ouvriers, marxistes ou anarchistes ou populistes, etc., vont finalement être objectivement contre-révolutionnaires à chaque fois qu'il y a une opportunité révolutionnaire, que ce soit en 1917 en Russie. Et là, la critique ne s'adresse pas que aux bolcheviks, mais en réalité aussi aux mencheviks et aux autres courants, que ce soit la social-démocratie allemande en 1918-1919, qui, de peur d'une révolution des conseils ouvriers, va s'allier avec les corps francs, l'extrême droite allemande, l'armée pour écraser ça, et tout ça pour récupérer un État bourgeois parlementaire qui sera finalement, qui fera pas grand-chose pour les ouvriers, qui sera balayé par le nazisme 10 ans après. Et puis on pourrait ajouter à cette liste, malheureusement, le rôle de la CNT, et aussi du Parti socialiste ouvrier espagnol, mais quand même de la CNT en 1936. Et d'une certaine manière, Makhaïski, dans sa critique du socialisme des intellectuels, a quand même été assez visionnaire, puisque pour le coup, ses premiers textes datent de 1898. Alors c'est vrai qu'il voit déjà ce qui se passe de pas bien dans la social-démocratie allemande, que finalement ça devient un parti légaliste, bourgeois, qui en fait n'a plus du tout comme horizon l'abolition de la société de classe. Voilà, c'est sûr que si Makhaïski avait été plus lu, plus entendu à l'époque, il y aurait eu une méfiance, disons, supplémentaire des ouvriers vis-à-vis de la social-démocratie, du parti bolchevique et tout ça, parce que malgré tout, la force de ces partis, c'est qu'ils prétendaient agir au nom de la classe ouvrière, dans l'optique du communisme et de l'abolition de la société de classe, et malgré tout, ça fonctionnait quand même dans une certaine mesure, parce que malgré tout, c'était pas que des partis réactionnaires, ils faisaient quand même quelques pas en direction de la classe ouvrière, quelques petites améliorations matérielles par-ci par-là. Je pense aussi au cas de la social-démocratie autrichienne, qui a été très forte, et qui effectivement, dans les années 1920, a construit a fait une politique de logement qui était favorable aux ouvriers, qui a permis une augmentation des salaires et tout ça, mais qui, au final, a livré le prolétariat pieds et poings liés au fascisme autrichien puis aux nazis dans les années 30. Quoi. Donc on voit bien que il y a un problème central avec ce socialisme des intellectuels,
et on va y revenir de manière peut-être plus approfondie dans la deuxième partie de cette émission, après une pause musicale. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une critique du socialisme des intellectuels, c'est-à-dire de la social-démocratie et du marxisme bolchevique, et plus généralement de ce qu'on a appelé le socialisme scientifique, le socialisme gestionnaire. Et donc nous sommes toujours avec Sylvain de Zone Subversive autour de 3 ouvrages, un de Jan Wacław Makowski, Le socialisme des intellectuels, un autre d'Alain Beer, L'encadrement capitaliste entre prolétariat et bourgeoisie, et un dernier qu'on n'a pas encore abordé mais qu'on abordera un peu plus tard dans l'émission, l'ouvrage de Karl Korsch, Marxisme et philosophie. Alors, dans la première partie de cette émission, on a donné un peu un aperçu général de la critique qu'on pouvait faire du socialisme des intellectuels, en essayant de à la fois donner des exemples historiques et en même temps de montrer en quoi est-ce que cette critique elle est toujours pertinente pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui les organisations d'extrême gauche et de gauche, que ce soit la France Insoumise ou même des organisations syndicalistes comme la CGT et tout ça, restent des organisations qui n'ont pas véritablement comme but la lutte de classe révolutionnaire et l'abolition de la société capitaliste, mais beaucoup plus sa gestion, la gestion de la société capitaliste et de la société de classe, avec donc un maintien des inégalités qui vont avec, par l'encadrement, alors ça varie, hein, l'encadrement syndical, l'encadrement de l'État, par exemple pour Mélenchon, avec l'idée de la régulation. Et donc finalement, ce qu'on disait dans la première partie de cette émission, c'est que ce socialisme des classes moyennes, des bureaucrates, des bureaucrates syndicaux et politiques, etc. C'était finalement une idéologie de classe qui défendait les intérêts d'une certaine classe, les classes moyennes salariées, et que ce n'était pas un projet d'émancipation, d'abolition de la société de classe, que au contraire, ça avait eu historiquement un rôle contre-révolutionnaire, et ce jusque même dans le socialisme des intellectuels anarchistes, avec l'exemple de la CNT en 1936. Alors maintenant, on aimerait bien revenir de manière un peu plus approfondie sur les différents ouvrages et les critiques qu'elles adressent à ce socialisme des intellectuels, en commençant par ce qu'il y a peut-être de plus général, c'est-à-dire l'ouvrage d'Alain Beer, L'encadrement capitaliste entre prolétariat et bourgeoisie. Pour rappel, on en a beaucoup parlé dans l'émission avec Alain du blog Carbure, mais l'idée c'est que il n'y a pas que 2 classes dans la société capitaliste, donc la classe capitaliste qui détient les moyens de production et qui exploite une autre classe qui est le prolétariat et qui est obligé de vendre sa force de travail et de produire du profit à travers le surtravail, mais qu'il y a une 3e classe qui est la classe d'encadrement et qui est nécessaire à partir du moment où le capitalisme se développe industriellement, où l'État se développe, et qui est une classe qui va avoir pour fonction d'encadrer le prolétariat, que ce soit au niveau du processus de production directement, donc ça c'est les techniciens, les cadres et tout ça, ou que ce soit dans l'État comme fonctionnaires, que ce soit comme profs, administrateurs territoriaux, etc., qui encadrent le prolétariat de manière plus générale et pas seulement économique, et qui encadrent la société capitaliste. Et l'idée d'Alain Beer, c'est que donc ce n'est pas une classe qui est exploitée au même titre que le prolétariat, c'est une classe qui au contraire bénéficie en partie de l'exploitation du prolétariat, qui a donc des intérêts divergents au sein de la société capitaliste par rapport au prolétariat, et qui va donc développer un projet politique, qui va être donc le socialisme, qui va être divergent de celui du prolétariat. Alors s'il y a un projet politique du prolétariat, mais disons que l'intérêt immédiat du prolétariat serait l'abolition de la société de classe et l'abolition de l'exploitation capitaliste, alors que l'intérêt immédiat de cette classe d'encadrement
et plutôt d'avoir davantage de pouvoir au sein de la société capitaliste. Et en mettant en avant leur qualité justement d'encadrement, leur qualité gestionnaire, et donc leur projet politique, ça va être plutôt, de manière générale, plus de pouvoir à l'encadrement, que ce soit à travers plus de pouvoir à l'État. Globalement, ça va avec un projet d'étatisme, même si aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais globalement, ça va avec un projet de plus d'État. La société capitaliste doit être davantage gérée par l'État. Alors, soit totalement, ça c'est l'option bolchevique, soit partiellement, ça c'est l'option social-démocrate. Et en tout cas, c'est un projet politique qui est basé sur le maintien des inégalités, le maintien de l'exploitation de classe et une augmentation, disons, de la puissance de l'encadrement au sein du processus de production et de reproduction de la société capitaliste. Plus de fonctionnaires, plus de managers, plus de techniciens, etc., etc. Et donc, Alain Beer, lui, dans son ouvrage, L'encadrement capitaliste, relie ça à ce projet politique, relie donc cette classe d'encadrement qui a une place spécifique dans la société capitaliste, une place qui, on a essayé de le démontrer dans l'émission avec Alain du blog Carbure, qui est contre-révolutionnaire, parce qu'elle ne veut pas l'abolition de classe, mais plutôt se débarrasser à la limite de la bourgeoisie ou obtenir plus de pouvoir de la part de la bourgeoisie, mais malgré tout maintenir l'exploitation de classe et les inégalités liées au capitalisme. Et donc Alain Beer, lui, consacre un chapitre justement sur la question de la social-démocratie et du bolchevisme, où précisément d'ailleurs il repart d'une citation de Makhaïevski. Et donc voilà, est-ce que Sylvain, tu pourrais du coup résumer un peu la critique qu'il fait du socialisme comme idéologie qui reflète les intérêts de classe des classes moyennes et de l'encadrement, malgré leur vernis que c'est au nom du prolétariat ou pour le communisme dans un horizon lointain. Alors sur Alain Beer, moi ce que je trouve intéressant, c'est que l'utilisation de ce livre, c'est effectivement pour comprendre et analyser les luttes sociales et les différents clivages qu'il peut y avoir dans les mouvements sociaux actuellement. Il fait une introduction notamment où il parle de la classe d'encadrement et de pourquoi c'est important d'en parler. Parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu d'analyse et de réflexion sur ce sujet-là, pour plusieurs raisons. Et la première, je pense, la plus importante, c'est que les gens qui réfléchissent et qui analysent, de par leur profession notamment, les universitaires, etc., font pleinement partie de cette classe d'encadrement, et donc sont très gênés d'avoir une analyse de classe un peu fine de la société. Et aujourd'hui, la plupart des idéologues de gauche et d'extrême gauche cherchent à gommer cette analyse de classe un peu fine en essayant de comprendre ce qu'est la classe d'encadrement, quel est son rôle, quels sont ses intérêts et comment elle intervient dans les mouvements sociaux. Et notamment, alors à la mode aujourd'hui, la tarte à la crème, c'est le populisme de Mouffe, Laclos, Podemos, Mélenchon, etc. Un espèce de gramscisme d'Antonio Gramsci un peu revisité, où on a l'oligarchie contre le peuple et les 99% contre les 1%. Et ça, c'est vrai que ça permet de gommer le rôle de cette classe d'encadrement. Et je pense que c'est important de comprendre son rôle pour voir un peu les limites des luttes. Et pour comprendre aussi la société actuelle, quels sont ses clivages, voilà. Et le propre, effectivement, de la classe d'encadrement, comme tu l'as dit, c'est de défendre une étatisation du capitalisme. C'est son grand projet de société. On le voit très bien avec la France Insoumise, d'ailleurs. Voilà, le programme de la France Insoumise, c'est exactement ça. Qui permet de faire regrouper à la fois des économistes keynésiens, des marxistes, etc., d'avoir un peu tous les horizons, nos Jacques Généraux à Lordon, de tous les niveaux de radicalité pour défendre finalement l'État. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans cette défense de l'État par la classe d'encadrement, c'est que l'État n'est pas considéré comme un instrument de la bourgeoisie, comme quelque chose qui permet de maintenir l'ordre social, c'est considéré comme un outil un peu neutre. Et si finalement il y a des gens sympas qui arrivent à la tête de l'État, tout va aller mieux, parce que l'État va être utilisé de manière beaucoup plus sympa, comme on l'a vu en Grèce avec Syriza, comme on le verra sans doute dès qu'il y a des gouvernements de gauche, mais cette fois-ci vraiment de gauche, qui arrivent à la tête de l'État, tout se passe beaucoup mieux. Oui, et c'est très intéressant parce que l'idée que l'État est neutre va de pair avec l'idée que finalement le développement des forces productives lui-même est neutre, alors que souvent le développement du capitalisme industriel a fait que les ouvriers avaient de moins en moins de prise
sur l'appareil de production était de plus en plus, dominé dans le procès de travail. C'est-à-dire que l'idéologie de l'encadrement, elle est finalement fondée sur l'idée de la neutralité technicienne. C'est-à-dire, finalement, l'État, c'est simplement un appareil technique qui est neutre en soi. Parfois, il y a les méchants bourgeois ou les méchants libéraux qui sont au pouvoir, mais c'est quelque chose qui techniquement est bon et généreux. Donc là, il y a cette fameuse théorie de Pierre Bourdieu, la main gauche, il y a la main gauche et la main droite. La main gauche, elle est gentille, la main droite, elle est un peu méchante. Mais finalement, si les policiers étaient de gauche, ça irait. C'est pour ça que d'ailleurs, Bourdieu allait jusqu'à appeler dans Contre-feu 2, l'État a participé à un mouvement social européen. A-t-on déjà vu un État dans un mouvement social? Je ne sais pas. Mais lui le pensait très sérieusement. Et il y a vraiment, dans toute cette idéologie d'encadrement, une croyance dans la neutralité de l'État, alors que c'est un appareil de domination sur toute la société, c'est un appareil de domination impersonnelle et de classe, tout comme il y avait une croyance dans le développement des forces productives comme neutre, alors même qu'on sait très bien que Marx lui-même avait analysé le développement des forces productives, notamment comme le passage de la subvention formelle à la subvention réelle, c'est-à-dire le passage d'un contrôle du processus de production par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes à, disons, une organisation où les prolétaires ne maîtrisent plus rien et sont devenus, comme le dit Marx, des appendices de la machine. Et également justement de la classe technicienne, qui a beaucoup plus de pouvoir, qui a eu, avec le passage de la subvention formelle à la subvention réelle, la classe des techniciens, des ingénieurs et des bureaucrates a beaucoup plus de pouvoir que du temps du capitalisme des manufactures où les artisans maîtrisaient quasiment tout le processus de production et où d'ailleurs la classe d'encadrement n'existait pas parce qu'il n'y en avait pas besoin. L'exemple aussi du fait que systématiquement dans la plupart des analyses marxistes et social-démocrates, la classe moyenne elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle est finalement rattachée au prolétariat, ou alors éventuellement elle est distinguée, mais comme intelligentsia, donc finalement des braves types en gros qui se dévouent au socialisme et à la cause ouvrière, qui font des sacrifices et qui sont des gens vraiment bien et tout. Donc ça c'est la théorie bolchevique, finalement, avec les révolutionnaires professionnels et tout ça. On voit bien finalement que toute l'idéologie des classes moyennes est de se faire passer comme neutre dans la lutte des classes, finalement que l'État c'est neutre, le progrès des forces productives c'est neutre, alors même qu'à chaque fois, que ce soit l'État comme appareil de domination de la classe étatique, notamment sur le reste de la société, mais plus généralement de l'État sur toute la société, que ce soit le développement des forces productives avec la subvention réelle et la domination toujours plus forte de la classe d'encadrement et du capital sur le prolétariat, eh bien, on voit bien que la classe moyenne et, disons, les processus plus impersonnels auxquels elle s'identifie et auxquels elle participe activement, c'est-à-dire le développement de l'État et le développement des forces productives, le passage à la subvention réelle, etc. Tout ça, la classe moyenne la neutralise idéologiquement en faisant passer ça simplement comme des choses purement techniques. Et c'est là qu'il y a que tout le socialisme et des intellectuels est basé sur une fausse dichotomie entre ce qui est technique et ce qui est politique, et où ce qui est technique c'est l'État, la subvention réelle, tout ça c'est juste technique, et par contre ce qui serait politique ça serait le néolibéralisme, alors que par contre le keynésianisme, par exemple, c'est objectif, c'est l'économie, c'est bon, c'est neutre, etc. Dans tout le socialisme des intellectuels et de l'encadrement, il y a vraiment une tentative de s'extraire du débat politique et de dire finalement nous sommes neutres. Et finalement, c'est une idéologie qui est éminemment fétichiste. C'est le fétichisme de la technique, fétichisme de l'État, fétichisme de la science, du progrès. Tout comme la remarque que Marx faisait par rapport à l'attitude des économistes par rapport au capitalisme et au féodalisme. Les économistes disaient « Oh là là, le féodalisme c'est une construction sociale, donc les économistes bourgeois disaient ça à l'époque de Marx. Le féodalisme c'est une construction sociale, c'est artificiel et tout ça. Par contre, le capitalisme c'est naturel. C'est naturel, c'est quelque chose de purement technique, c'est la réalisation des instincts humains. » Et bien, de la même manière, la classe moyenne naturalise, en faisant des purs moyens techniques,
l'État, le développement des forces productives, qui sont autant de processus objectifs qui sont au fondement de leur domination de classe en réalité. Tout à fait. Oui, ça je trouve important de dire qu'effectivement, cette classe d'encadrement va produire aussi une idéologie qui permet effectivement de gommer tous les clivages sociaux, et une idéologie qui aujourd'hui, à la gauche, est quand même très importante. Donc, dès qu'on parle de mouvement citoyen, c'est ça qu'il y a derrière. Dès qu'on parle de défense de l'intérêt général, de défense des services publics, évidemment. La défense des services publics, c'est typique de ces revendications qui disent, finalement, tout le monde veut défendre les services publics, etc. Mais qui sont les services publics? Les services publics, en général, c'est les cadres de la fonction publique qui ont le plus intérêt à les défendre. Parce que les gens qui sont employés dans la fonction publique catégorisée, ils n'ont pas trop intérêt à défendre les services publics, puisque c'est une forme d'interclassisme. Ils vont être avec leur chef de service, leur directeur, en défendant finalement l'intérêt commun d'une entreprise. La défense des services publics, évidemment, c'est les gens qui dirigent ces services publics qui ont intérêt à défendre ce type d'entreprise-là. Et il y avait, en plus du livre d'Alain Bier, il y avait le livre de Roland Simon sur le démocratisme radical, où, alors le livre est très complexe, je suis pas sûr qu'il s'adresse au prolétariat, etc. Mais par contre, il essaie de décrire un peu toute cette idéologie qu'il appelle le démocratisme radical, qui vise à gommer les différents clivages de classe qui existent dans la société, vers un discours pour les citoyens. Alors ça a été écrit à l'époque de l'altermondialisme, qui incarnait beaucoup ça. Après 95, c'est le discours du tous ensemble, quel que soit, alors c'est même pas quelles que soient les classes sociales, il n'y a pas de classe sociale, on est tous ensemble, on se tient main dans la main, l'altermondialisme, etc. Le peuple, les multitudes. Voilà, les multitudes, tout ça contre la finance, évidemment. Voilà. Et c'est vrai que c'est un discours qui vise à désamorcer ce qu'il y a de potentiel de contestataire dans la lutte, de potentiel vraiment de rupture avec le capitalisme. Et c'est un discours qui va beaucoup, et qui existe aujourd'hui encore, dans les nuits debout, des échos qu'on avait, il y avait beaucoup ce discours-là, finalement, du discours citoyen, contre la lutte des classes, en gros. Effectivement, il n'était plus question de mouvement citoyen que de lutte des classes. Et ce discours-là va influencer les mouvements sociaux, puisque les mouvements sociaux, à partir de là, leur objectif, ce n'est évidemment pas la rupture avec le capitalisme, avec l'État, pour créer une nouvelle société communiste et libertaire. L'objectif des mouvements sociaux, ça va être d'interpeller l'État pour qu'il mène de meilleures politiques publiques, pour qu'il se réengage financièrement dans tel ou tel secteur des services publics. Et le rôle des mouvements sociaux, du coup, c'est plus de s'auto-organiser, de devenir une société nouvelle, une forme de double pouvoir. Ça va être, au contraire, d'être une espèce d'aiguillon de l'État, d'être un peu trubillon pour interpeller sur tel ou tel sujet, avec ses contre-experts à l'époque. D'ailleurs, je crois que ça existe toujours. Il y a le Conseil scientifique d'attaque qui fait ses rapports, la Fondation Copernic qui fait ses recommandations auprès des gouvernements pour essayer de les influencer, de leur dire les économistes atterrés, c'est les pareil. Économistes atterrants aussi, effectivement, qui sont un peu dans cette logique-là. Alors il faudrait taxer la taxe Tobin 1% sur la finance pour pouvoir c'est des conseillers du prince, en fait. Ils reprennent un peu cette posture du conseiller du prince, plus à gauche. Alors, qui veulent faire du conseiller du prince, les économistes atterrés, a priori, j'ai rien contre eux. Ils sont rigolos, ils veulent réguler la finance. C'est pourquoi pas. Le problème, c'est quand c'est des gens qui interviennent dans les mouvements sociaux pour dire, maintenant, les piquets de grève, etc., les grèves dures, ça doit servir à réguler la finance. Là, c'est beaucoup plus problématique. Oui, d'ailleurs, ça me fait quand même furieusement penser à Tony Negri, qui, lui, est devenu complètement social-démocrate, et qui faisait une relecture complètement fausse de 1977 et des luttes dures en Italie dans les années 70, et qui disait finalement finalement ce à quoi on a servi, c'est à réguler le capitalisme, et on l'aurait mieux régulé, ou plus dans un sens plus de gauche, si dès le début on avait été plus réformiste et qu'on s'en était tenu, et qu'on n'avait pas eu des idées insurrectionnalistes ou d'abolition de la société capitaliste. Vraiment, c'est vraiment cette idée que même un mouvement social de masse, on va dire le pôle radical, entre guillemets, qui était le pôle bolchevique au début du XXe siècle, et qui maintenant est le pôle plutôt lordon. C'est quasiment, si
on peut faire des insurrections, mais c'est pour finalement aboutir à un État keynésien. Donc on voit un peu le paradoxe. Hein. Lordon déclarait qu'il n'était pas contre, parfois déclare qu'il n'est pas contre l'insurrection, mais c'est une insurrection qui doit durer 3 jours et qui ensuite doit placer au pouvoir, disons, des économistes atterrés, bon, au mieux Bernard Friot. Enfin, on voit un petit peu l'absurdité du schéma. Et effectivement, c'est un problème qui a écrasé nombre de mouvements sociaux au XXe siècle. Il suffit de penser à mai 68, au Parti communiste, le rôle qu'a joué le Parti communiste français et la CGT dans empêcher les ouvriers de rencontrer les étudiants plus radicaux, dans cantonner le mouvement de grève à des objectifs strictement professionnels et pas commencer à avoir comme but de transformer la société ou d'abolir la société de classe. On voit clairement que toutes ces intelligentsias de partis et d'organisations syndicales ont fait énormément de mal aux mouvements sociaux au cours du XXe siècle. Ce qui fait que là où ça a été le plus radical, c'est là où ces mouvements étaient les plus faibles. Par exemple, dans les campagnes aragonaises, où la CNT n'était pas si forte que ça, ils ont fait le communisme libertaire. À Barcelone, ils étaient très forts. À Barcelone, du coup, bon, ce qu'on a assisté, c'est une espèce de capitalisme autogestionnaire qui, au bout de 2 ans, finalement, n'a rien donné, quoi. Il y a vraiment une menace aujourd'hui encore pour les mouvements sociaux à ne pas voir que derrière toutes ces idéologies de défense des services publics, alors aujourd'hui on parle moins de socialisme, on va plutôt parler de défense des services publics, d'état citoyen et tout ça, mais finalement on peut leur faire la même critique que Makhaïski leur faisait au début du XXe siècle au socialisme et que Beer faisait dans les années 80 à la social-démocratie et aux bolcheviks, que ce sont des idéologies qui ne visent qu'à l'avancement social d'une classe des classes moyennes salariées, de l'encadrement, et qui ne sont pas des idéologies révolutionnaires, mais plutôt des idéologies qui sont contre-révolutionnaires. Et ça, c'est vraiment important de se le redire aujourd'hui, même si aujourd'hui ça prend une forme un peu différente qu'on avait étudiée et décryptée et démystifiée dans une émission, alors dans l'émission avec Alain du blog Carbure, mais dans l'émission qu'on avait faite avec Sylvain au moment du mouvement contre la loi travail, et puis dernièrement dans une émission qui était consacrée à la question du populisme, puisque évidemment aujourd'hui la nouvelle bannière de la classe d'encadrement, c'est le peuple, le populisme, et c'est plus tellement le socialisme. Mais finalement, il y a des continuités entre les deux. On voit bien, la France insoumise provient du front de gauche, simplement, elle a accompli sa mue idéologique complète et ne parle plus jamais de lutte de classe, même si c'était avant de manière très fade, et maintenant parle uniquement de lutte contre l'oligarchie. Mais finalement, si on observe bien l'histoire du socialisme est truffée aussi de 99 contre 1%, l'antisémitisme, je reprends la Jaurès, l'antisémitisme en Algérie à la fin du 19e siècle, c'est un peu des camarades égarés, finalement, comme nous, ils luttent contre les capitalistes, et là où on voit que finalement, le projet socialiste, si on gratte un petit peu le vernis, lutte de classe, transition vers le communisme et tout ça, c'était globalement une espèce de contestation par la classe d'encadrement de la classe bourgeoise, de ce qu'on peut appeler l'oligarchie et tout ça. Et c'était finalement la lutte des 20% contre les 1%, en essayant d'embrigader le prolétariat avec les 20%, quoi. Oui, et puis un autre discours de cette classe d'encadrement quand même par rapport aux mouvements sociaux, c'est qu'ils leur disent aux mouvements sociaux, écoutez, vous êtes gentils, là, vous vous agitez, etc. Mais ce qu'il vous faut vraiment, c'est un débouché politique. Voilà, il faut Lordon, quand il harangue les gens, voilà, effectivement, grève générale insurrectionnelle, mais quand même, après un débouché politique. Et le débouché politique, c'est quoi? Bon alors, c'est Mélenchon, éventuellement, la France insoumise, le bulletin de vote, etc. Mais c'est surtout, effectivement, que le mouvement social doit déboucher vers une représentation avec des gens qui les représentent et qui sont en général issus de cette classe d'encadrement. Ils ne sont pas issus directement du mouvement social. Puisqu'il y avait des gens, Nuit debout, c'était un peu ça, le Ruffin, Lordon, etc. Ils ne soutenaient pas les piquets de grève, etc. Ils allaient, place de la République, faire un peu haranguer le peuple, en disant, maintenant, le moment est sérieux, voilà, etc. Tout était très sérieux d'ailleurs. Et avec effectivement cette perspective de débouché politique, électoral, institutionnel. Maintenant la rue c'est bien, mais il faut être sur ses deux jambes. Ça c'est aussi un discours qu'on a entendu beaucoup de Ruffin.
à la fois la révolution dans la rue et la révolution par les urnes. Il y a le concept de révolution citoyenne de la France insoumise, qui est très à la mode. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça, c'est des perspectives politiques qui s'opposent à une autonomie du mouvement social. C'est-à-dire que quand ces gens-là interviennent, leur objectif, c'est pas d'étendre le mouvement, de coordonner les différents mouvements de grève, les différents mouvements d'occupation, de lutte, etc., pour construire une autonomie, pour construire des auto-organisations, et puis ensuite, effectivement, se coordonner avec des mandatés, mais avec un mandat qui vient de la base, et ce ne sont pas eux qui dirigent eux-mêmes, et c'est remettre, effectivement, un mouvement qui vient d'en haut, qui viennent des institutions, qui viennent de l'État. Ça, Alain Bier insiste beaucoup sur le fétichisme de l'État, de la part de cette classe d'encadrement. Et je pense que c'est important, effectivement, de renouveler ces critiques de Makhaïski, etc., pour un peu attaquer ces impasses qui sont proposées à tous les mouvements sociaux dans l'histoire, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est clair qu'effectivement, il y a un enjeu politique à faire une critique très sérieuse aujourd'hui de toutes ces idéologies d'encadrement, que ce soit le socialisme des intellectuels ou le populisme des intellectuels maintenant. Hein. On peut vraiment parler de populisme des intellectuels aujourd'hui. Et il y a vraiment un enjeu à en faire la critique, parce que même si ce que peut dire Makhaïski ou même Beer peut paraître un peu obsolète parce que les concepts ont changé de cette idéologie d'encadrement. Effectivement, on parle plus aujourd'hui que de révolution citoyenne, on ne parle plus de lutte contre la bourgeoisie, de lutte de classe ou des choses comme ça. Ce qui fait que on a l'impression que ça a changé, voilà. Mais en réalité, ces nouvelles formes, finalement, le socialisme des intellectuels était déjà une forme de récupération idéologique du socialisme des ouvriers. Le socialisme des intellectuels, c'était finalement essayer de détourner, le prolétariat disons, d'objectifs plus radicaux comme l'abolition de la société de classe, l'abolition de l'exploitation, etc., en utilisant le même langage, mais de manière beaucoup plus scientifique, en parlant de lutte de classe, mais malgré tout de développement objectif des forces productives, etc., etc. Disons, en se donnant un air savant, et en utilisant malgré tout quelques concepts en commun, socialisme, communisme, lutte de classe et tout ça, essayer de détourner le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'encadrement n'a plus besoin d'utiliser ces concepts-là pour faire avancer son agenda politique, puisque précisément le mouvement ouvrier a été détruit en grande partie suite à la restructuration capitaliste des années 70-80, et il a été tellement détruit qu'il a aussi été détruit même dans ses idées. C'est-à-dire que dans les années 60 et 70, il y avait encore pas mal d'ouvriers qui s'intéressaient à des choses comme la lutte de classe, le communisme de conseil et tout ça. Aujourd'hui, d'une certaine manière, la classe d'encadrement, à partir des années 80, et Mitterrand a complètement abandonné le mouvement ouvrier qu'il avait mis sous tutelle pendant un siècle, l'a complètement laissé à lui-même se prendre la restructuration capitaliste en pleine gueule, l'a abandonné pour aller prendre des postes de pouvoir dans l'administration Mitterrand. Hein, tous les gauchistes des années 70 issus des classes moyennes sont allés prendre leur place. L'appareil d'encadrement a explosé en France au début des années 80. Hein. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de postes qui ont été créés pour tous ces intellectuels gauchistes issus de la classe d'encadrement. Et le mouvement ouvrier a été complètement abandonné et laissé à lui-même, ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier, d'un point de vue idéologique, alors heureusement il y a des initiatives autonomes et tout ça, il y a quand même une restructuration, il y a quand même une reconstruction, mais elle était là, ce mouvement ouvrier a été abandonné. Il y a des ouvriers qui ont voté Sarkozy, il y en a qui ont voté Macron, il y a aussi des prolétaires qui se sont laissés attirer par le discours défense de race de Marine Le Pen. À mon avis, l'encadrement a une responsabilité historique dans l'abandon complet et ça a d'ailleurs été théorisé. Hein. La nouvelle gauche déjà a théorisé le fait que finalement c'était les classes moyennes de ce nouveau sujet révolutionnaire. Dans les années 80, il y a eu la stratégie du Parti Socialiste. Enfin, à partir des années 80,
et très clairement à partir des années 2000 que finalement la classe ouvrière on s'en fout et que ce qui compte c'est les classes moyennes, il y a eu tout un abandon. L'encadrement, après avoir récupéré et manipulé le prolétariat pendant un siècle, l'a complètement laissé à l'abandon. Et ce qui fait que maintenant, ils ont même plus besoin de parler de prolétariat, de lutte contre la bourgeoisie, mais que maintenant, ils peuvent se contenter simplement d'en appeler au peuple. Et en réalité, quand on regarde qui vote pour la France insoumise, c'est pas tout le peuple. C'est en réalité, les classes populaires sont toujours laissées à l'abandon. La France insoumise se fout complètement des classes populaires, que ce soit dans le discours ou dans les politiques. Et ce qui compte en réalité, c'est les classes moyennes. Il pourrait dire classe moyenne au lieu de dire peuple, ce serait exactement la même chose en termes de composition du corps électoral, de militance ou de politique effective. Il suffit de penser au fait que, par exemple, la France insoumise se préoccupe beaucoup de finances, de taxation, de défense de la propriété immobilière, parce que le patrimoine immobilier, c'est quand même le truc des classes moyennes et tout ça. Et après, les trucs sur le logement social ou les choses comme ça, même ça les intéresse plus tellement, quoi. Ensuite, je ne partage pas cet optimisme sur l'impuissance de la France insoumise. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, on voit effectivement c'est une sociologie de classe d'encadrement. En revanche, au niveau des résultats électoraux, j'ai pas fait une sociologie assez fine des résultats électoraux, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi leur pari, mine de rien, d'avoir cette alliance entre la classe d'encadrement et les classes populaires. Enfin, disons qu'ils ont eu qu'une petite partie de la classe populaire, parce que la majorité est abstentionniste, mais c'est vrai qu'ils ont eu cette partie-là, c'est vrai. Et ils ont réussi un peu leur pari du socialisme des intellectuels d'enrôler une partie des classes populaires au service de l'intérêt de la classe d'encadrement, renommé intérêt général ou sixième république, on l'appellera comme on veut. Mais au niveau électoral, ils ont réussi cet aspect-là. En revanche, ils n'ont pas, comme le Parti communiste de la grande époque des années 50 en France par exemple, au niveau de leur implantation politique, syndicats, dans les quartiers, dans les entreprises, et ils ont beaucoup plus de mal. Ça c'est vrai, c'est encore notre chance, mais au niveau électoral, je pense qu'ils diffusent pas mal d'illusions, ils colportent pas mal d'illusions, d'autant plus qu'ils insistent quand même sur ce rôle des intellectuels. Ils considèrent que les intellectuels ont un rôle très important à jouer. François Ruffin, au moment quand il faisait ses tournées dans toute la France pour présenter Merci Patron, il disait effectivement que les intellectuels doivent s'allier avec les ouvriers, alors non pas dans une solidarité, on va dire qu'il serait une solidarité de classe contre l'exploitation, etc., mais pour les guider, pour leur dire, voilà, écoutez, on va vous apprendre à lire, à écrire, etc., et vous allez devenir de bons petits soldats insoumis. Ça, c'est une constante, je pense, dans l'histoire de l'encadrement, c'est le paternalisme en fait. C'est le paternalisme vis-à-vis des ouvriers et des ouvrières qui seraient incapables d'eux-mêmes d'avoir aucune autonomie. Ça a été théorisé par exemple par Lénine, qui dit que finalement il n'y a que l'intelligentsia qui peut arriver à la conscience révolutionnaire, à la vérité scientifique et tout ça, parce que finalement tout ce dont sont capables les ouvriers et les ouvrières, au mieux c'est la conscience trade unioniste. C'est un réformisme mou, ce qui fait quand même doucement sourire quand on voit que en fait, les ouvriers et les ouvrières historiquement ont été capables de faire des choses beaucoup plus radicales que le trade unionisme. C'est vraiment de la mauvaise foi de la part de Lénine, être capable d'insurrection, de grève, de sabotage, de révolte. C'est quand même vraiment une blague ce que dit Lénine, mais pour lui, c'était une manière de justifier justement le pouvoir de l'intelligentsia et son paternalisme extrême vis-à-vis des ouvriers. Ce qui permettait, finalement, au nom d'exercer le pouvoir au nom des ouvriers. Ce qui est quand même vraiment la forme suprême de paternalisme, c'est de prendre le pouvoir pour soi-même et ensuite de dire « Ah, mais on fait ça au nom de la classe ouvrière. » Parce que la classe ouvrière n'est pas directement capable de l'exercer, parce que ils sont trop occupés à bosser dans les usines, par exemple. Voilà. Et ça rejoint effectivement le livre de Karl Korsch, qui dénonce un peu ça dans Kautsky, effectivement, et dans le marxisme orthodoxe, que la conscience politique ne vient pas des ouvriers eux-mêmes, du prolétariat, ne vient pas des luttes ouvrières elles-mêmes, mais cette conscience politique vient de l'extérieur du prolétariat. Effectivement, Lénine a repris totalement cette idée de Kautsky, qu'il faut un parti extérieur au prolétariat
qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser, qui leur disent voilà comment faire la révolution, comment changer les choses, comment s'organiser, etc. Et c'est vrai que ça c'est une constante dans ce socialisme des intellectuels, d'insister sur le rôle de l'avant-garde. L'avant-garde intellectuelle et politique, qui doit conscientiser les masses, qui doit faire de la propagande auprès des gens pour les remettre dans le droit chemin. Et puis il y a un rôle, alors là, qui est plus des marxistes autoritaires aussi, d'encadrement, clairement, c'est-à-dire de leur dire ce qu'ils doivent faire, de leur donner des ordres, etc. Et aujourd'hui, ça se retrouve effectivement, alors pas parce que les gens ont tous lu Lénine, pas parce que les insoumis, les dirigeants insoumis n'ont pas tous lu Lénine, mais moi je pense qu'il y a effectivement cet héritage-là, et il y a aussi une grande partie de réflexe professionnel. C'est-à-dire que quand les gens sont en grande majorité enseignants, et que le prolétariat, ce sont leurs élèves qui sont pas gentils en classe, qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit et qui font mal leurs devoirs, et ils ont tendance à reproduire ces réflexes professionnels, y compris dans la sphère politique. Alors, ils ne côtoient pas beaucoup de prolétaires à la France insoumise, mais si jamais ça arrive, ils vont avoir tendance à dire, alors voilà, il faut faire ça, il faut penser ça, il faut lire Lénine, ou il faut lire Mélenchon, il faut aller voir le film de François Ruffin, et là tu comprendras vraiment les choses, parce que là, pour l'instant, tu n'as pas tout compris, voilà. Et effectivement... c'est la conscience de classe, quoi. Encore le discours sur la conscience de classe. C'est le discours sur la conscience de classe qui se renforce avec une forme de mépris de classe. C'est-à-dire que finalement, voilà, ça rejoint totalement ce que critique Karl Korsch, Mayakovsky sur cette bourgeoisie intellectuelle, c'est un peu considérer que les prolétaires ne peuvent pas d'eux-mêmes, à travers leur lutte, se conscientiser, se politiser, mais qu'il faut des gens qui viennent de l'extérieur, des intellectuels, pour les diriger et les orienter vers la bonne voie politique. Oui, c'est ça. Et c'est un paternalisme en plus qui tranche par exemple les situationnistes, bien sûr qu'il pouvait y avoir une petite dimension forcément dès qu'on écrit un texte ou des choses comme ça, mais malgré tout la grande différence avec je pense des situationnistes avec tout ce socialisme et des intellectuels, c'est que précisément eux disaient c'est le prolétariat qui doit faire la révolution et c'est pas les intellectuels. Nous on balance des idées un petit peu comme ça. Mais ça allait de pair, disons, avec une vision de la révolution où c'est le prolétariat lui-même qui fait la révolution. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est que certains textes n'étaient pas forcément hyper accessibles même à l'époque, etc., etc. Mais au moins, disons, dans la théorisation, dans la théorie situationniste, il n'y avait pas ce paternalisme théorisé et rationalisé à l'extrême qu'on retrouve dans tous les courants du socialisme intellectuel. Depuis la social-démocratie jusqu'à la France insoumise, quoi. Et du coup là c'est pas pour dire que il faut pas produire des textes mais déjà il faut essayer de les rendre un maximum accessibles quand même. Ça c'était par exemple là où par exemple Mayakovsky est très critique par exemple de Marx en disant le capital, aucun ouvrier ne peut comprendre le capital. Alors peut-être qu'il exagère un petit peu, peut-être que c'est pas vrai, je pense que les 12 ouvriers pouvaient comprendre le capital, mais malgré tout ça reste quand même des textes difficiles d'abord. Donc, par exemple, l'abrégé du Capital de Carlo Cafiero était déjà beaucoup plus accessible pour les ouvriers italiens, par exemple. Et donc, il faut, que ce soit accessible, et deux, que ce soit pas paternaliste en disant, en essayant de justifier par les conditions objectives, ou la science, ou la vérité, que, voilà, finalement, il faut sagement respecter le leadership de l'intelligentsia insoumise, ou socialiste, ou je ne sais quoi. Et chez Karl Korsch, d'ailleurs ça a été repris par les situationnistes, je pense qu'un autre aspect intéressant, c'est une critique de la totalité. C'est-à-dire que la critique du monde capitaliste, de la civilisation capitaliste, doit être une critique de tous les aspects du capitalisme. Il reproche beaucoup à Kautsky et à Lénine leur réductionnisme économique. Et aujourd'hui, je pense que cette critique de Karl Korsch, qui est une critique de la totalité, est particulièrement actuelle, parce que dans la petite bourgeoisie intellectuelle d'extrême gauche, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe de plus en plus, qui est celui de la spécialisation. Où il y a, c'est lié à l'organisation du monde universitaire, où les gens sont séparés en différentes disciplines. Il y a les sociologues, les philosophes, les économistes, voilà, chacun cloisonné.
Et chacun, en plus, maintenant, spécialisé dans son petit sujet, dans son espèce de petite niche, où ils vont être spécialisés voilà, d'un sujet très très précis, d'une forme d'oppression spécifique en particulier, par exemple, et vont perdre de vue l'ensemble, la critique de la totalité de la société capitaliste. Et c'est vrai que dans ce socialisme des intellectuels, cet aspect-là, avec l'augmentation du niveau de diplôme, avec l'augmentation du nombre d'universitaires, d'experts, etc., va de plus en plus important. Et aujourd'hui, on assiste à des critiques de plus en plus spécialisées, où on va critiquer tel ou tel aspect du capitalisme. Alors certains vont critiquer la finance, tel aspect de la politique budgétaire, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, et dans ces milieux intellectuels aujourd'hui sont très fractionnés, parce que chacun veut aussi sa petite reconnaissance personnelle. C'est aussi un des aspects particuliers. Chacun veut être reconnu dans son domaine de spécialité en tant qu'intellectuel, etc. Et du coup, il y a une critique qui n'est plus une critique révolutionnaire, une critique de la totalité, mais un espace d'assemblage de différentes expertises faites chacun dans leur coin, qu'on va essayer d'additionner. Et ce qui favorise évidemment la récupération et le réformisme, puisque on peut éventuellement essayer de faire des politiques publiques qui luttent contre tel aspect du sexisme ou tel aspect du racisme ou tel aspect, je sais pas moi, du mal logement et tout ça, alors qu'avec une critique de la totalité, une critique du capitalisme, du patriarcat, du racisme, enfin de toutes les formes d'oppression sociale, là pour le coup c'est beaucoup plus difficile, disons, de répondre effectivement à ce genre de critique. Et effectivement, bon, c'est un petit peu la perspective de l'émission de manière générale, de garder en tête une critique de la totalité, même si parfois on va faire des émissions plutôt sur la police, ou parfois sur le capital, ou parfois sur le racisme, ou parfois sur le patriarcat. C'est important au moins de garder une espèce de vision d'ensemble, parce que effectivement le socialisme des intellectuels est très content finalement d'isoler les questions, parce que même si c'est des questions qui effectivement analytiquement sont complexes, mais disons que la logique, disons en tout cas des intellectuels, peut être finalement de faire comme s'il y avait une séparation absolue dans la réalité, alors qu'en réalité le patriarcat, le sexisme et le capitalisme s'entremêlent dans la vie quotidienne des gens. Il peut y avoir une tendance du coup à les isoler analytiquement, faire comme s'ils étaient radicalement séparés, et du coup finalement aboutir à par exemple les indigènes de la République qui vont simplement proposer des politiques publiques liées au racisme, et qui vont pas du tout prendre en compte la critique par exemple du capitalisme et la critique du patriarcat. Et donc ça va être une logique encore une fois qui vire un peu au conseiller du prince. Et si on avait un bon gouvernement de gauche qui faisait des bonnes politiques publiques antiracistes, ou des bonnes politiques publiques antisexistes, ou des bonnes politiques publiques anti-finance, et effectivement on favorise le réformisme et la récupération. Et effectivement c'est là où des théories critiques et des discours critiques et des luttes qui articulent la critique du capitalisme, la critique de la société bourgeoise, dans ce cas-là d'aliénants, la critique du sexisme, la critique du racisme, etc., ont une plus grosse portée. Et de toute façon, ces aspects-là, dans la vie des gens, en général, se conjuguent, et c'est jamais séparé analytiquement. Et du coup, il y a effectivement un enjeu, effectivement, à penser de pair toutes ces questions-là, parce qu'elles touchent les gens. Les gens ne sont pas une addition même si analytiquement c'est intéressant d'analyser les oppressions de manière spécifique, etc., pour pas les minimiser, parce que trop souvent par exemple on a minimisé le patriarcat et le racisme parce que ce qui comptait c'était la lutte des classes et tout ça. Maintenant je pense qu'on est revenu de ça, mais il faut effectivement, dans une critique totale de la vie quotidienne des gens, mettre sur le tapis toutes ces questions-là ensemble. Et c'est ce qui permettra aussi peut-être le mouvement social d'aller un peu plus loin, parce que là ce qu'on a aujourd'hui c'est un mouvement antiraciste qui a un peu mis de côté, largement, disons au moins pour sa composante disons intellectuelle, qui a mis de côté finalement les questions de féminisme et de capitalisme. Le pire a mis complètement ces questions de côté.
pendant très longtemps, le mouvement, anticapitaliste, gauchiste, avait mis complètement de côté les questions de racisme et de sexisme. Et il y a une frange du féminisme qui a mis de côté historiquement les questions de racisme et de capitalisme. Et on voit bien qu'en général, c'est les classes moyennes, les encadrements ont tendance à plus facilement se spécialiser et à mettre de côté sous le tapis, parce que par exemple elles subissent moins l'oppression de classe, donc la question de classe, on la met un peu sous le tapis, et souvent c'est les intellectuels, aujourd'hui en France restent quand même majoritairement des intellectuels blancs qui ont tendance à mettre aussi sous le tapis un peu la question du racisme, ou alors à le faire de manière complètement paternaliste, du type le Parti Socialiste et avec le SOS Racisme, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus, quoi. Oui, je pense que c'est lié beaucoup à la spécialisation universitaire, quand même, cette différence de cloisonnement. Alors que dans les mouvements de lutte, je pense que là aussi, pour revenir à Karl Korsch, effectivement, il critique beaucoup l'idéalisme des intellectuels et qu'il oppose un peu au matérialisme ou en tout cas aux pratiques de lutte. Et je pense que dans les mouvements de lutte, les mouvements qui viennent du féminisme ou qui luttent contre le racisme, ont beaucoup plus, on va dire, une critique de la totalité, dans le sens où les personnes s'aperçoivent que pour lutter contre une oppression, il faut en finir avec la totalité de ce monde-là. Quand on veut lutter contre les violences policières sans abolir l'État ou le capitalisme, ça devient compliqué. Quand on veut lutter contre le patriarcat, il faut remettre en cause l'ensemble de la société, ses normes, ses contraintes sociales, ses rôles sociaux, etc. Et on ne peut pas se contenter de l'aspect. En revanche, les universitaires qui sont spécialisés sur un domaine précis d'études vont tendance à évacuer le reste, en gros, ce qui ne rentre pas dans leur domaine de recherche précis, et considérer que leur domaine de recherche précis, c'est vraiment ça qui est au centre, et le reste n'a pas d'importance. Oui, je pense que c'est très important ce que tu as dit, qu'effectivement, c'est les mouvements sociaux qui favorisent une critique de la totalité, alors que au contraire, la critique universitaire va favoriser plutôt une critique de telle oppression ou de tel aspect. Et c'est là où effectivement on voit effectivement que plus il y a de mouvements sociaux et plus ces mouvements sociaux sont forts et radicaux, plus il y a une critique de la totalité qui se dessine. Bon, par exemple, si on pense aux années 68-70, il y avait une critique de la totalité qui se dessinait. Il y avait les situationnistes, il y avait une grande partie du mouvement féministe qui avait pris en considération les questions de classe, parce que d'ailleurs la plupart venaient du marxisme, du situationnisme, de l'anarchisme. Alors que, par exemple, dans les années 90, où les mouvements sociaux et les années 2000, où les mouvements sociaux étaient quand même moins actifs, là, pour le coup, il y avait une tendance, c'est une période qui a vu naître le parti indigène de la République. Il y a aussi, pour prendre un exemple caricatural dans le féminisme, il y a Oser le féminisme, qui ne prend pas du tout en compte les questions de classe, pas du tout les questions de racisme, et qui est même en plus transphobe, pour passer. Là, on voit bien que l'absence de mouvements sociaux favorise le repli universitaire, d'une part, mais aussi, moins il y a de mouvements sociaux, plus il y a la tentation pour ces intellectuels de devenir des conseillers du prince, en fait. Et Oser le féminisme, typiquement, Oser le féminisme, SOS Racisme étaient des émanations étaient des organisations qui étaient liées au Parti Socialiste. Et on voit bien que là, typiquement, le Parti Socialiste, en termes de socialisme des intellectuels, a fait énormément de mal, en termes de critique sociale, parce que, précisément, ils ont récupéré tous les militants gauchistes, qui peut-être étaient déjà récupérables, d'ailleurs, souvent, et après, derrière, ils ont favorisé des organisations séparées sur SOS Racisme sur le racisme, Oser le féminisme sur le féminisme, qui ont perdu de vue la totalité et qui sont devenus des mouvements, des espèces de think tanks qui proposent des vagues réformes qui d'ailleurs, même dans leur domaine, sont complètement inefficaces, puisque SOS Racisme sur le racisme, ça n'a pas du tout marché, Oser le féminisme sur le féminisme, ça n'a pas marché non plus. Et donc on se retrouve avec effectivement c'est ces mouvements-là qui malheureusement ont réussi à attirer beaucoup de gens, beaucoup de militants antiracistes sincères, de militants féministes sincères et tout ça,
Aujourd'hui, maintenant, heureusement, avec le retour des mouvements sociaux, il y a une grande partie du féminisme s'est éloignée des féministes, des jeunes féministes, se sont éloignés de trucs comme oser féminisme en disant que ça prenait pas en compte suffisamment le racisme, la classe, le capitalisme et tout ça. Et on voit beaucoup plus, avec le renouveau des mouvements sociaux depuis les années 2008, un retour à la critique de la totalité, quoi, ce qui est plutôt encourageant. C'est une vision optimiste des choses. C'est une vision optimiste des choses, c'est vrai. Mais c'est vrai que malheureusement, ce qui domine encore aujourd'hui, c'est des choses comme la France insoumise, et effectivement des choses beaucoup plus spécialisées comme le Parti des indigènes de la République. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste que dans les prochaines années, sauf s'il y a un reflux total et durable des mouvements sociaux, qu'il y aura un retour plus franc à la critique de la totalité, parce que quand on voit par exemple aujourd'hui par rapport au milieu des années 2000, il y a quand même une critique de la totalité qui est un petit peu plus forte quand même. Ouais, ben je pense que ce qui peut permettre une critique de la totalité, c'est des mouvements sociaux comme il y a eu en 2016, etc. Où du coup, alors le problème de Nuit debout, c'est qu'apparemment il y avait des commissions aussi très spécialisées, tenues par eux-mêmes des experts intellectuels de chaque sujet. Mais disons que des mouvements sociaux d'ensemble où il y a des différents secteurs de la société qui se retrouvent dans une critique même si c'est une critique d'une réforme en particulier ou d'une loi en particulier, de retrouver effectivement une critique de la totalité. C'est quand il y a des luttes, effectivement, parce que même on peut partir d'une lutte en particulier. Je crois que c'était Audre Lorde, une théoricienne féministe, qui disait quand on commence à relever la tête contre une oppression, ensuite on relève la tête contre toutes les oppressions. Quand il y a une femme qui se met à faire grève, quand elle rentre ensuite chez elle, après le piquet de grève, elle ne va pas supporter que son homme la méprise, parce qu'elle a tenu tête au patron, etc., etc. Et je pense que quand on commence à se révolter contre quelque chose en particulier, ensuite on va être amené à se révolter plus facilement contre toutes les formes d'oppression et à ne plus accepter une oppression quelle qu'elle soit. Ouais, bien sûr, et c'est ce qu'on a vu un petit peu au moment de la contestation de la loi travail, puisque effectivement il y a eu une critique de classe, mais il y a eu aussi une critique de genre, la triple journée, le fait que c'était les femmes qui, étant donné qu'elles étaient les plus précarisées dans le cadre de la division du travail capitaliste, allaient se retrouver avec les pires conséquences de cette loi, et de la même manière, les personnes racisées, qui elles aussi, dans la division du travail capitaliste, se retrouvent en général aux postes les plus pourris et les plus précaires, prenaient effectivement encore plus cette réforme. Et du coup, ce qui faisait que cette réforme permettait d'articuler effectivement les différentes oppressions et de prendre conscience de ça et éventuellement de pousser ça jusqu'à une critique radicale de toute la société existante dans ses dimensions de classe, raciste et de genre, quoi. Donc je pense que ça a une bonne conclusion pour cette émission. On vous invite, si vous avez trouvé ça intéressant, à pourquoi pas lire des textes de Makhaïski. La présentation d'Alexandre Skirda est assez intéressante. Pour les plus motivés, après on pourra lire Karl Korsch, Marxisme et philosophie, qu'on trouve d'ailleurs facilement sur internet. Et le livre d'Alain Bir, même s'il a des aspects un petit peu ennuyants par moment, reste quand même assez intéressant sur la question des classes moyennes. On renvoie aussi sur la question des classes moyennes aux articles du blog Carbure et au feuilleton de Bruno Astarian qui s'appelle Un ménage à trois, du coup un ménage à 3 classes. Voilà, on espère que ça vous a intéressé et que vous serez plus méfiant vis-à-vis de différentes du populisme et du socialisme des intellectuels qui sévit malheureusement encore aujourd'hui. Voilà, merci Sylvain. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes,
La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.